Madame, monsieur, bonjour, et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons dans cette nouvelle édition de NTD, le journal. Nous sommes le lundi 25 juin et voici les grands titres de l'actualité chinoise. L'aveu de Gu Kailai sur le meurtre de Neil Heywood. Construction illégale, Hong Kong n'a plus confiance en Liang Chenying. Gu Kailai aurait avoué le meurtre de Neil Heywood. Le journal japonais Asahi Shimbun a rapporté que l'épouse de l'ancien haut responsable chinois Bo Xilai aurait déclaré aux enquêteurs qu'elle avait tué Neil Heywood pour l'empêcher de révéler ses transferts illégaux de 6 milliards de dollars à l'étranger. Selon les experts en question chinoise, la diffusion de ces informations par le Parti communiste chinois vise à accélérer la condamnation de Bo Xilai. Selon l'article du journal japonais Asahi Shimbun, Gu Kailai aurait avoué qu'après son mariage avec Bo Xilai, qui était successivement maire et secrétaire municipal de Dalian, gouverneur du Liaoning, ministre du Commerce, membre du Politburo et secrétaire municipal de Chongqing, elle a été soudoyée par des chefs d'entreprise et a dû transférer 6 milliards de dollars aux États-Unis et en Grande-Bretagne avec l'aide de Neil Heywood. Toujours selon Asahi Shimbun, Gu Kailai, accusée de l'assassinat de Neil Heywood, est actuellement détenue dans un établissement gouvernemental dans le nord-est de la Chine. Elle aurait déclaré que c'était sous une forte pression mentale qu'elle avait été forcée à commettre le meurtre. Elle aurait également donné des détails sur la façon dont elle avait commis l'assassinat. En cas de crime, en particulier les homicides, un des moyens les plus souvent utilisés de la défense est qu'une personne prouvée ayant un problème mental peut être jugée avec indulgence. Toutefois, dans un pays de droit ouvert et équitable, ce n'est pas sûr de pouvoir s'acquitter de cette façon, car le jury et le juge doivent être convaincus. En Chine, les procès ne sont pas tous publics. D'après Yang Jingduan, le procès de Gu Kailai dépendra entièrement du gouvernement central du PCC. Si celui-ci décide qu'elle soit punie sévèrement, elle le sera. Dans la décision d'une condamnation légère, elle sera considérée comme souffrante d'une maladie mentale. Le journal Xinhua a aussi rapporté que les autorités de Pékin ont étendu l'enquête sur des personnes proches de Bo Xilai pendant que celui-ci était maire de Dalian. Ces personnes sont des officiers, des chefs d'entreprise ainsi que des stars du milieu du divertissement. À présent, une dizaine de personnes auraient déjà été arrêtées. Diffuser une partie des messages internes par le biais des médias japonais a pour but de tenir le public prêt mentalement. Autrement, Gu Kailai n'est pas la personne la plus importante. Le plus important est de se débarrasser définitivement de Bo Xilai. Mais en même temps, le PCC ne veut pas non plus causer du tort à son propre pouvoir. Il essaie alors de trouver une solution gagnante, utiliser Gu Kailai pour régler Bo Xilai. Nouvelle NTD. Liang Chenying, chef élu de l'exécutif de Hong Kong, a été exposé par les médias pour des constructions illégales dans son domicile. Après inspection, le département des bâtiments trouve chez lui 6 constructions illégales. Les partis politiques de Hong Kong ont dénoncé le manque d'intégrité de Liang Chenying en lui demandant de démissionner immédiatement après sa prise de fonction le 1er juillet. Vendredi dernier, le département des bâtiments de Hong Kong a inspecté la maison de Leung Chang-ying, située aux 4 et 5 rue Shanding-Bay. Il a découvert au moins 6 constructions illégales, dont une cave d'environ 20 mètres carrés. Leung Chang-ying a déclaré que c'était une négligence de sa part lors de l'achat de la maison et s'est excusé auprès du public. Les partis démocratiques ont dénoncé le manque d'intégrité de Leung Chang-ying, le fait qu'il ait tissé un mensonge pour en cacher un autre et qu'il n'est pas apte à servir comme chef de l'exécutif et doit démissionner. Dans ce cas, comment convaincra-t-il le peuple de Hong Kong qu'il est suffisamment intègre comme chef de l'exécutif ? Il doit démissionner immédiatement après sa prise de fonction le 1er juillet. Des partis politiques hongkongais ont critiqué Leung Chang-ying pour avoir sans cesse attaqué son adversaire Henry Tang lors des élections sur la question de la construction illégale alors qu'il enfreint lui-même la loi. Ce dimanche, les membres du Parti civil et l'Association pour la démocratie et la vie du peuple de Hong Kong ont respectivement manifesté devant le bureau du chef de l'exécutif.
J'espère que tout le monde pourra sortir le 1er juillet pour dire à Hu Jintao que les habitants de Hong Kong n'ont pas besoin du bureau de liaison du gouvernement central du peuple pour les diriger. Des partis politiques, y compris le parti pro-Pékin, ont demandé à Leung Chun-ying de rendre compte des événements au public. J'espère qu'il pourra expliquer le plus tôt possible au public ce qui s'est passé quand il a acheté la maison, parce que le public a beaucoup de doutes sur ce sujet. Le Parti libéral soutient l'enquête approfondie sur cette affaire afin de savoir si Leung Chun-ying se vante effectivement et cache des choses au public. Le Parti démocratique a organisé ce lundi une réunion pour décider s'il présenterait une pétition pour contester les résultats électoraux du chef de l'exécutif. Nouvelle NTD, Hong Kong. Récemment, la Chine continentale a renforcé son contrôle et a suspendu l'octroi de laissez-passer vers Hong Kong. Cette mesure a été mise en place afin d'empêcher les activistes chinois du continent de participer aux grandes manifestations du 1er juillet à Hong Kong, organisées en faveur de la démocratie et des droits de l'homme. Cette année, on estime que près de 50 000 personnes participeront au rassemblement afin de protester contre la réglementation violente de la République populaire de Chine et la mort suspecte du leader de la place Tiananmen, Li Wangyang. Le militant de Tiananmen, Li Wangyang, a été retrouvé pendu dans son hôpital le 6 juin dernier alors qu'il était sous surveillance policière. Plus de 25 000 Hongkongais sont descendus dans les rues pour dénoncer le Parti communiste chinois. Selon les estimations, un rassemblement prévu le 1er juillet attirera plus de 50 000 participants. Mais la tentative des autorités du PCC d'empêcher les Chinois du continent de se rendre à Hong Kong pour participer aux activités est en route. Le 22 juin, Liu Yunyang du média Kunming a déclaré que les autorités ont cessé de fournir des laissez-passer aux voyageurs individuels. La sécurité publique de Kunming donne la réponse officielle, signifiant que les laissez-passer de voyages individuels sont suspendus du 20 juin au 3 juillet. Les demandes seront acceptées, mais les laissez-passer ne seront pas délivrés avant le 3 juillet. Les médias de Hong Kong rapportent également que les laissez-passer pour Hong Kong ont été suspendus, prétendument pour éviter d'ajouter plus de charges de travail à la célébration d'anniversaire de Hong Kong. Li En-hao, président du mouvement des droits de l'homme de Hong Kong, dit que les autorités chinoises communistes ont peur que les Chinois du continent se rendent à Hong Kong pour participer au rassemblement du 1er juillet, surtout après l'incident dans lequel Li Wangyang a trouvé la mort dans des circonstances suspectes et qui a provoqué un mouvement de protestation plus important que jamais contre le PCC. Il y a une tendance aujourd'hui. Le rassemblement du 1er juillet à Hong Kong sera plus axé sur le développement de la démocratie en Chine continentale. Ceci est différent. Auparavant, nous n'aurions parlé du mouvement pour la démocratie en Chine que lors du rassemblement du 4 juin. Maintenant, beaucoup de résidents disent qu'ils veulent descendre dans la rue parce qu'ils veulent obtenir justice pour Li Wangyang. On soupçonne depuis longtemps les autorités de Chine continentale et de Hong Kong de posséder une liste noire afin de contrôler les dissidents. Li En-hao n'est pas surpris par cela. Il souligne que le régime communiste a toujours utilisé une liste noire et suspendu les laissez-passer afin d'empêcher les habitants de Hong Kong et ceux du continent de travailler ensemble. Nouvelle NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Le toit d'un centre commercial s'effondre. Au moins un mort et 22 blessés. Ce samedi, à Elliott Lake, en Ontario, le toit d'un centre commercial s'est effondré, faisant au moins un mort et des dizaines de blessés. L'accident était tel que les secours n'ont pu que commencer tôt ce matin. Selon des experts, la cause de cette tragédie pourrait être liée à la rouille des voitures qui sont garées sur le toit du centre. Pour les personnes qui travaillent à l'intérieur du centre commercial Algo, l'effondrement du toit est choquant, mais ce n'est pas une surprise. On savait que cela allait éventuellement arriver parce que cette section du toit a subi un dégât des eaux très sévère et ils ont tout simplement mis un collant qui couvre le tout. Anne-Marie Le Tart a répertorié la fuite majeure du toit en 2008 quand elle était propriétaire du café. Voici l'intérieur de la cuisine, les plafonds sont tombés. C'est quelque chose de commun dans le centre commercial, ça coulait partout. Je ne pouvais ouvrir mon café car il y avait des seaux partout. Les rapports d'experts disent que les commerçants du centre commercial ont dépensé des millions de dollars pour résoudre la fuite d'eau. La fuite devrait être la première indication. L'ingénieur Paul Walters affirme qu'il est peut-être trop tard. Il dit que la rouille des voitures qui sont garées sur le toit du centre a sûrement contribué à la fuite d'eau.
C'est assurément la barre de renforcement dans le béton qui a rouillé ou qui a perdu de sa force. Il affirme encore que cela s'est passé aussi sur le béton et les barres des autoroutes de Toronto. Vous pouvez voir ces problèmes à l'autoroute Gardiner, où des morceaux de béton sont tombés, et cela est habituellement dû à la rouille des barres de métal du béton armé. Les gens de la communauté ont utilisé les médias sociaux pour poster plusieurs photos sur les barres de métal rouillées et les fuites d'eau du centre commercial. Mais ce sera aux enquêteurs de nous dire finalement ce qui s'est réellement passé. Le 21 juin est la journée nationale des Autochtones au Canada. Cette journée met à l'honneur des Inuits, des Métis et des nombreuses tribus des Premières Nations du pays. Elle offre à tous les Canadiens l'occasion de célébrer la riche contribution que les peuples autochtones apportent à la société canadienne. Hormis les célébrations pour apprendre la beauté et la culture de ces peuples et collectivités autochtones, la journée revêt une importance particulière cette année. La Commission de vérité et de réconciliation de Saskatoon œuvre dans un esprit de réconciliation nationale pour sensibiliser les gens au sujet du vécu difficile des survivants des pensionnats autochtones dans les années 1950. C'est mon dernier voyage. Freddy Sasakamous marche depuis 4 jours, mais il porte sa peine depuis plus longtemps. Je porte toujours ce fardeau sur le dos. En 1954, il fut un pionnier, le premier autochtone de la Ligue nationale de hockey. Avant cela, il a été victime de sévices dans un pensionnat autochtone pendant 10 ans. Histoire qu'il n'aime toujours pas parler en public. Néanmoins, il a consenti de partager son histoire avec la Commission de vérité et de réconciliation. Je n'ai plus de douleur, plus de douleur. Je veux juste y aller et faire partie du groupe et oublier ma douleur. Il n'est pas le seul. La province de Saskatchewan détient le plus grand nombre de pensionnats autochtones du genre. À Saskatoon, au cours des 3 prochains jours, plus de 20 000 survivants et leurs descendants partageront leur vécu ici. Cet échange de partage commun fait partie d'un processus juridique continu entre le gouvernement fédéral et les survivants. Chaque survivant a une expérience différente. L'objectif du juge Murray Sinclair, comme président de la commission, est de déterminer l'étendue des dommages résultant des pensionnats autochtones. Il compte pouvoir souscrire à un plan d'action pour les générations futures et le patrimoine émotionnel transmis, l'impact de ces écoles, comment y remédier. Cela reviendra aux tribunaux et au gouvernement de décider. Plusieurs survivants, en partageant leur expérience, sont en train de s'aider à se réconcilier avec leur douleur. Fred Sasakamous espère être de la partie. Je pense que je serai en mesure de tout libérer dans le pardon. La Commission prévoit organiser d'autres événements de grande envergure similaires à celui-ci avant que son mandat ne finisse dans 2 ans. D'ici là, la Commission aura entendu et documenté les expériences de plus de 100 000 survivants ou des survivants intergénérationnels issus de pensionnats autochtones. Et restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. Le film Free China a reçu un accueil chaleureux au Parlement européen. Interview avec le maestro Myung-Won Chung. Fondé en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingues les plus influents du monde. NTD News, London. Dubai. New York. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Bienvenidos a NTD Mundo. Bienvenido a NTD Notícias. Bonjour à tous. Welcome to China News. Le programme phare de NTD, China News, avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS 3 semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions
sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux États-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. Dimanche, Debby, première tempête tropicale de la saison 2012, accompagnée de fortes pluies et de vents de près de 100 km/h, a entraîné l'arrêt d'un quart de la production pétrolière et gazière en mer dans le golfe du Mexique. D'après la NHC, la tempête devrait atteindre les côtes du nord-ouest jeudi de la Floride. La première tempête tropicale Debby de la saison 2012 a traversé le golfe du Mexique et a frappé dimanche la Floride, tuant une femme et blessant grièvement un enfant. Des vents forts de 100 km/h et des pluies abondantes ont endommagé des habitations dans la partie centrale de l'État. La tempête a également entraîné l'arrêt d'un quart de la production pétrolière et gazière américaine dans le golfe du Mexique. Ces perturbations affectant l'industrie des hydrocarbures pourraient s'aggraver dans les jours qui suivent. Le golfe du Mexique représente 20% de la production pétrolière et 6% de la production de gaz naturel des États-Unis. Le documentaire Free China, le courage de croire, a été visionné au Parlement européen à Bruxelles la semaine dernière et a reçu un accueil chaleureux. Un reportage de nos correspondants sur place. La semaine dernière, le documentaire Free China, The Courage to Believe a été visionné au Parlement européen. À peine 2 mois que ce film est sorti dans les festivals de films et il a déjà gagné 3 prix internationaux. Ce film exposant les violations des droits de l'homme en Chine s'est avéré très important pour les organisateurs du Parlement. And this film will be a very important channel to our awareness. Ce film est un message important pour sensibiliser les gens sur le fait que dans certains grands pays du monde, des personnes sont forcées de vivre dans certaines conditions. Comment peut-on faire pour faire respecter la dignité humaine et la liberté de croyance en toutes circonstances? And how it is possible to stand up for human dignity and their beliefs in all conditions. Le film raconte l'histoire de 2 pratiquants de Falun Gong qui ont été persécutés en Chine pour leurs croyances, comme des dizaines d'autres millions de pratiquants. Ceux qui ont pu s'échapper dans des pays plus libres témoignent pour ceux qui sont restés et continuent de souffrir dans des camps et des prisons en Chine. And such stories you can't avoid any more of them. You can't just forget about them if you watch such a film. Therefore, I think Ces histoires, on ne peut pas les ignorer. On ne peut pas oublier cette histoire une fois qu'on l'a vue. Cela devrait être un principe à suivre. Il est nécessaire qu'il y ait un équilibre, un minimum de droits humains respectés. Chacun a droit à sa dignité. with our support for elementary human rights, liberty and dignity of every human person. Le documentaire a vraiment été apprécié de tous. I think it's a great deal that this film actually was created because c'est un bon film car c'est une histoire encore inconnue aux Occidentaux, inconnue de l'Union européenne. I think it's important that the EU and its leaders be consistent. C'est important que l'Union européenne et ses responsables continuent et persistent de faire comprendre aux autorités chinoises que ce genre de traitement doit cesser et que ceci ne fait pas partie de nos valeurs. I think this is very much needed, especially for the Western audience, and also for us, because
C'est une nécessité, surtout pour le public occidental et pour nous, car les grands pays totalitaires utilisent l'intérêt économique sur les gouvernements démocratiques pour les influencer. Because the economic interests are so enormous. Le film est produit par M. Qian Wang de NTD Télévision et dirigé par Michael Perlman, directeur du documentaire Tibet Beyond Fear. NTD, Bruxelles, Belgique. Le 14 mars dernier, le maestro Myung-Whun Chang, originaire de Séoul, a réuni l'orchestre philharmonique de Radio France, dont il est à la tête, et l'orchestre Omhasu de la Corée du Nord pour un concert exceptionnel à la salle Playel. Fort du vif succès rencontré par cet événement auprès des spectateurs français, Myung-Whun Chang organisera le 4 août prochain à Séoul un nouveau concert en partenariat avec l'UNICEF, dont les bénéfices reviendront aux enfants de la Corée du Nord. Myung-Whun Chang, actuel directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et originaire de Corée du Sud, a invité le 14 mars dernier l'Orchestre Omhasu de Corée du Nord pour une rencontre historique à la salle Playel. Ce premier concert a ainsi réuni les musiciens de Corée du Nord avec le chef d'orchestre asiatique le plus connu en France et en Europe. Mais qui est-il? J'explique quelquefois comme ça. Quand on me demande qui je suis, je dis d'abord, numéro 1, je suis un être humain, comme tout le monde, donc on est le même. Numéro 2, je suis un musicien. Et numéro 3, je suis coréen. La mère de Myung-Whun Chang est originaire de Pyongyang, en Corée du Nord. Le chef d'orchestre a vécu toute sa jeunesse déchiré entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il a toujours rêvé de pouvoir réunir les deux Corées, et ce, à travers la musique. Et de toute façon, c'est un rêve de la vie pour moi. Toute ma vie, je voulais rencontrer les Coréens du Nord qui font partie de notre famille quand même. Et vous savez, d'abord, humainement, c'est un cas pratiquement unique dans le monde aujourd'hui où une famille est séparée pour des raisons politiques, mais je n'ai jamais rencontré un Coréen ni Sud ni Nord qui ne voulait pas la même chose. Ça veut dire de ne pas avoir ces conflits et devenir encore une famille. Même en tant que Coréen, le musicien a toujours préféré jouer des morceaux occidentaux. Un nom d'un compositeur comme Beethoven ou Mozart ou Bach dans la musique coréenne ou la musique chinoise. Et ça n'existe pas à ce niveau. Mais la musique classique, il y a tellement de nombre incroyable qui ont fait un relais géant de développement que le monde n'a jamais connu. Donc c'est grâce aux compositeurs pourquoi il faut jouer cette musique et pourquoi toute ma vie j'ai une sensation de vivre un rêve. La profondeur de cette musique est tellement énorme que ça dépasse les frontières politiques. Donc c'est pourquoi c'est particulièrement important de pouvoir jouer cette musique ensemble, parce qu'on peut, dans l'instant, quand on commence à oublier complètement et totalement son pays d'origine, ça a moins d'importance. Le 4 août prochain, Myung-Whun Chang va rassembler les plus célèbres musiciens asiatiques pour organiser un concert à Séoul. Tous les bénéfices issus des ventes de cette représentation reviendront aux enfants de Corée du Nord via l'UNICEF. Myung-Whun Chang a l'espoir de pouvoir inviter des musiciens nord-coréens lors de cette soirée, mais doit encore attendre des décisions politiques l'autorisant ou non à le faire. NTD France. Et restons dans la musique. Pour rendre hommage à deux grands artistes, la France et les États-Unis se sont associés pour célébrer ces icônes de la musique. Edith Piaf et Miles Davis feront donc partie du timbre postal commémoratif.
Mardi 12 juin, le service postal des États-Unis et la Poste française ont publié des timbres pour rendre hommage à la carrière de ces deux grands musiciens accomplis, Edith Piaf et Miles Davis. Pour la famille de Miles Davis, la sortie du timbre a pris 20 ans de fabrication. Erin, le fils de Miles Davis, a assisté à la cérémonie avec sa sœur Cheryl Davis et son cousin Vince Wilburn. C'est un grand honneur pour lui, pour notre famille. Et vous savez, c'est en quelque sorte comme solidifier sa place dans l'histoire américaine. Non pas qu'il en avait vraiment besoin, mais cela aide d'avoir cela. C'est vraiment sympa. C'est une reconnaissance, c'est un grand honneur. Et nous sommes tout simplement très heureux et reconnaissants. Edith Piaf, née en France en 1915, est devenue un nom familier aux États-Unis après le succès de sa chanson La vie en rose. Max Stoller, qui a coécrit L'homme à la moto, parle de son émotion de l'entendre interpréter la chanson en live. Olympia Music Hall in Paris, where, among other things, in her great repertoire of French songs, she introduced a song by my late partner Jerry Lieber and me. Nous sommes allés à l'Olympia à Paris. Dans son grand répertoire de chansons françaises, elle a introduit une chanson de mon ami Jerry et de moi-même appelée L'homme à la moto, qui était la traduction de Black Denim Trousers and Motorcycle Boots. Vous pouvez imaginer quelle émotion c'était. Je suis allé dans les coulisses pour la voir et elle était très charmante. Le jazzman Miles Davis était compositeur et leader d'un groupe américain, mais il est surtout connu comme trompettiste. Sa popularité en France lui a valu la grande médaille de vermeil de la ville de Paris. Les timbres mettront en avant un code QC au dos, ce qui permettra, quand il sera scanné par un smartphone, d'aller sur une page d'accueil contenant différentes photos et morceaux de musique de Davis et de Piaf. C'est la première fois que le service postal des États-Unis utilise les codes QC et c'est seulement la seconde fois que la France et les États-Unis font une publication commune. Ce samedi 23 juin, ce fut le 36e jour du relais de la flamme olympique en Grande-Bretagne. L'Écossais Chris Hoy, multiple champion du monde de cyclisme, a porté la flamme jusqu'à Manchester. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres est prévue le 27 juillet. Samedi 23 juin, au 36e jour du relais de la flamme olympique à travers la Grande-Bretagne, le champion du cyclisme Chris Hoy a porté la flamme olympique jusqu'à Manchester. Cet Écossais de 36 ans a remporté 3 médailles d'or à Beijing en 2008. Cette année, Hoy a gagné 2 médailles d'or et 1 de bronze lors de la Coupe du Monde à Londres et s'est senti fier de porter la flamme à Manchester, sa ville adoptive. Vous ressentez l'enthousiasme, vous savez, on ne parle de médailles d'or ni de course ou de sport. On parle de communautés locales qui se rassemblent et qui reconnaissent leurs héros. Le passage de la flamme passant devant l'église à Rawtenstall, près de Manchester. Catherine Lloyd et Darren Hayes ont avancé la date de leur mariage afin d'apercevoir et d'en profiter après leur cérémonie. La tournée de la flamme s'est terminée avec Carl Tilson, qui a collecté plus de 124 000 € pour une œuvre de charité qui vient en aide aux personnes souffrant de la maladie Duchenne, une malformation musculaire. Jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Londres le 27 juillet, la flamme olympique sera portée par 8000 relayeurs sur un parcours de 70 jours. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Gu Kailai aurait avoué le meurtre de Neil Heywood. Le journal japonais Asahi Shimbun a rapporté que l'épouse de l'ancien haut responsable chinois Bo Xilai aurait déclaré aux enquêteurs qu'elle avait tué Neil Heywood pour l'empêcher de révéler ses transferts illégaux de 6 milliards de dollars à l'étranger. Selon les experts en question chinoise, la diffusion de ces informations par le Parti communiste chinois vise à accélérer la condamnation de Bo Xilai. Liang Chen-ying, chef élu de l'exécutif de Hong Kong, a été exposé par les médias pour des constructions illégales dans son domicile. Après inspection, le département des bâtiments trouve chez lui 6 constructions illégales. Les partis politiques de Hong Kong ont dénoncé le manque d'intégrité de Liang Chen-ying en lui demandant de démissionner immédiatement après sa prise de fonction le 1er juillet. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.
Afrique.